partir d'en haut. Alors aujourd'hui, donc, sous le thème de l'amour, la biologie de l'amour. Voilà un livre qui a attiré mon attention, la biologie de l'amour. Je me suis dit, comment il va entreprendre ça, cette démarche-là, ce questionnement. Alors on va en discuter avec notre auteur et parsemé de chansons avec mon ami complice Fabiola Toupin et mon homme. Non, c'est vrai là. C'est mon vrai homme depuis 30 ans. On dort ensemble depuis 30 ans. Ça fait partie du désir, attachement, plus de passion. En tout cas, on va parler de ça. Alors donc, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pour ça que j'ai des cheveux blancs. Ah oui. OK, parce que c'est moi qui t'ai fait vieillir. Je t'ai fait vieillir. Au fil du temps. Je fait vieillir tout seul. T'es un grand garçon. Alors, mesdames et messieurs, pour à peu près 1 heure, on va entendre 3 chansons, mais on va surtout aussi entendre notre auteur. Pour à peu près 1 heure, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Romain Gagnon pour son livre « La biologie de l'amour ». Romain. Moi, je suis émotive. Oh oui, mais écoute, ça fait longtemps que j'entends mon ami, on a fait beaucoup de choses ensemble, Fabiola et moi, mais là, ça faisait longtemps que je l'avais entendu. Et je suis très ému. Et je le suis aussi en passant. Oui, ben oui. Il dit pas parce que je suis un ingénieur que... Je suis mariée avec un ingénieur. Voilà. Avec un ingénieur. Non, je suis les yeux pleins d'eau aussi. Ah ouais. Mais en Belle plus, chanson, bien interprétée. oui, c'est ça. Bravo Fabiola, bravo Fabiola, bravo Gilles, merci. On a un beau petit moment dimanche comme ça. Écoute, je me voyais pleurer. Je me voyais attendri. Et naturellement, ça m'a fait penser à bien des passages du livre où, entre autres, biologiquement et même mammifèrement, je vais le mettre en parce qu'on est des mammifères, je me disais, il y a quelque chose de très féminin dans ce que je vivais, dans ma démonstration. Oui. Ben, je le dis, moi aussi, je suis les yeux pleins Oui, d'eau. mais t'as pas braillé à chaud de l'âme comme moi, là. Non. Mais il y a quelque chose au niveau de notre biologie, de notre transmission, à travers le temps, de très féminin dans tout ça aussi. C'est très puissant, l'amour. Hein. Comme je le dis, c'est la 4e de Ouais. couverture. Au nom de l'amour, un homme va défendre sa bien-aimée au péril de sa vie. Ouais. Et Comme dans la chanson. une mère va défendre ses enfants au péril de sa vie. On le voit chez les mammifères. Hein. Approchez-vous d'une mamaro, s'accompagne de ses oursons. Non. Ayez une bonne assurance vie. Ouais. Ouais. Mais mon petit côté plate, ingénieur, ne peut pas m'empêcher de penser pendant la chanson. Quand j'entends une chanson très émotive comme ça, Ouais. je me dis, les hormones coulaient fort dans son sang quand il l'a composé. Oui, c'est Jean-Pierre Ferland. Et ça revient à ce que tu dis. Justement, je ferai toutes les galaxies, je te défendrai toute ma vie. Alors, c'est quelque chose de... C'est ça. Parce que tu... Qu'est-ce qu'il défend, au fond? Il défend la reproduction de ses gènes. Parce qu'on est programmé par la nature pour reproduire nos gènes. Oui. Et tout ton débat, tout ton argumentaire tourne autour de ça. Alors, on est comme couple pour reproduire nos gènes. Et tout ça part de bien avant aujourd'hui. Donc, ça part du passé. Ça part de la création de l'humain. En fait, Plus que ça. L'hominidé a évolué, c'est un mammifère. Hein. Ouais. C'est même un singe, on ne descend pas du singe, on est un singe, précisément un grand singe. Ça, tu le dis, bon, ça doit faire un peu... Comme les gorilles, les bonobos, ouais, les chimpanzés. 98%, je pense, de notre ADN. Hein? Oui, exactement. Qu'on a en commun avec le singe. Et puis, mais ce qu'il faut comprendre aussi, même depuis les premiers hominidés, mettons qu'on ramène ça sur une échelle de temps de 24 heures, l'homme vit en société depuis 4 secondes. C'est infiniment court. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que sur l'échelle du temps, quand on pense aux hommes des cavernes, le paléolithique, on parle d'une époque qui s'est terminée il y a 12 000 ans pour les Occidentaux. 12 000 ans, ça paraît loin, mais comme je viens, avec la comparaison que je viens de faire, vous comprenez que 12 000 ans, c'est rien. Et que sur l'échelle d'évolution, en 12 000 ans, l'homme humain n'a pas évolué. Donc,
notre génétique a été optimisée à une autre époque. Et parfois, souvent, je faisais encore le parallèle avec la nutrition, la nourriture moderne disponible aujourd'hui ne correspond pas à nos besoins qu'on avait à l'époque. Notre estomac, notre système digestif avait été optimisé pour la nourriture qui était disponible à l'époque. C'est la même raison, puis on voit des épidémies d'obésité, par exemple, aujourd'hui, qui n'existaient pas à l'époque. Personne comptait ses calories à l'époque des hommes des cavernes, mais il n'y avait pas d'obèse pour autant. Parce que il n'y avait pas de produits transformés non plus. Exact, c'est ça mon point. Exactement. Donc, le même parallèle, on peut le faire avec l'amour aussi. On vit dans des sociétés qui ressemblent très peu aux sociétés de l'époque, qui étaient des tribus, d'une centaine de personnes, des chasseurs-cueilleurs. On est loin de ça aujourd'hui. Alors, une partie des problèmes de santé qu'on vit aujourd'hui, c'est dû à une nourriture désadaptée, mais une partie des problèmes d'amour qu'on vit aujourd'hui, c'est dû aussi à un phénomène similaire, à une société mésadaptée à nos réels besoins pour lesquels on a été optimisé. Mais ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie de l'évolution, sauf que là, la société évolue très vite comparée à la nature. Oui. Puis les êtres vivants n'ont pas le temps de s'adapter. C'est ça le problème. Mais nous portons en nous tous ces gènes-là. Les gènes de la préhistoire. En fait, c'est plus que des gènes. On est une copie conforme. Sauf qu'on ne s'est pas adapté. On s'est pas adapté. Ben, il y a des petites adaptations qu'on voit, par exemple, les gens de Scandinavie, ils vont être capables de boire du lait. Alors que quand un Asiatique boit du lait, des inconforts. Ça, on voit ça. Un autre exemple courant, c'est quand les Amérindiens boivent de l'alcool, ils mangent simplement du sucre, ils boivent un coke, ça leur fait pas du tout un coke. Fait que nous, on a plusieurs millénaires d'adaptation au sucre que les autres n'ont pas. Ça réagit mal. Il y a des petites observations comme ça, mais en gros, on n'a pas beaucoup bougé. Romain, tu dis dans ton livre, au tout début, que tu as écrit ce livre-là. Parce que toi-même, tu as vécu, tu constates que tu as vécu quand même beaucoup de déchets sur le plan amoureux. Et tu as voulu comprendre. Mais qu'est-ce qui a amené Romain Gagnon à dire, dans mon histoire à moi, je vais aller vérifier du côté de la biologie, de la transmission des gènes, pour comprendre l'amour. Qu'est-ce qui t'a amené à traiter de ça? On a toutes nos forces, nos faiblesses dans la vie. Ingénieur, on est bon comme je dis, l'exemple que je donne dans mon livre, un ingénieur peut prédire la trajectoire d'une comète, mais pas le jour où sa femme va le laisser. Oui, c'est ça. On a toutes nos forces, nos faiblesses, et c'est ça, j'ai les miennes aussi, puis vraisemblablement, je n'étais pas très doué en amour, on va dire ça comme ça. Alors, puis j'ai voulu, à la fin, comprendre un peu ce qui m'était arrivé. C'est scientifique en moi qui remonte, là. Comprendre de façon rationnelle. Les explications classiques ne me convenaient pas. T'sais. Et de la même manière, quand j'avais écrit le livre sur la nutrition, j'avais un petit problème dans mon coin, admettons, à 40 ans, puis je disais ce sujet, puis ça ne me satisfaisait pas scientifiquement. Je me suis fait ma propre idée. Fait que j'ai fait un exercice similaire, finalement. J'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais fait ces erreurs-là. Évidemment, il est trop tard dans mon cas. Il me reste plus 40 ans à vivre. Mais je me suis dit, si je peux prévenir des jeunes, comme je dis dans la fin de mon livre, c'est le livre que j'aurais aimé lire quand j'avais 20 ans. Ça m'aurait évité bien des chagrins, bien des drames même. Mais ça, c'est toujours quand même, Romain, dans une perspective rationnelle. Tu viens de le dire. Tu as dit, ce que j'ai lu sur l'amour et tout ça ne me convenait pas. Alors, je pense ici à la librairie, je pense à toutes les librairies du monde. Probablement, c'est le sujet le plus édité, sur lequel on a le plus écrit. La psychopop, la ci, la ça, il y a des raisons. Tout. Mais tout ça, toi, ça ne te convenait. Tu n'y trouvais pas une explication. Ça ne me satisfaisait pas pour l'explication. OK. Et là, tu as dit, ben écoute, charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est ça? C'est pas, on écoute, je suis amateur d'opéra italien, puis c'est pas drôle, eux autres non plus, hein? C'est loin d'être tranquille dans leurs histoires. Hein? Non. Je me suis dit, je suis pas le premier être humain sur la planète là, qui vit des tourments amoureux. Là, fait que, il se passe quelque chose qu'on ne veut pas voir. Là. Il y a des mécanismes à de ça qu'on fait de la cécité volontaire. Alors, ça me tentait de creuser. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de l'avoir écrit? Qu'est-ce que ça t'a apporté d'analyser cet aspect-là de l'amour, l'aspect plus biologique, plus... Qu'est-ce que toi, est-ce que ça a finalement
répondu à des questions ou est-ce que ça t'a finalement satisfait? Tu sais, chaque métier est motivé par quelque chose. Tu sais, l'ingénieur, il aime ça comprendre. Ouais. Alors, d'avoir compris rétroactivement pourquoi je m'étais mis les pieds dans les plats, ben ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de comprendre. J'étais allé chercher une petite paix intérieure avec ça, en disant ah, voilà ce qui est arrivé. Voici dans quel piège j'ai marché. OK. Puis là, le livre a sorti l'année passée. Il y a à peu près un an, là, c'est ça? Ouais. Ah, même pas. Ça a sorti. Non, ça a sorti cet automne. Septembre, je pense. OK. Alors, donc, depuis septembre, il y a des choses qui se sont apaisées en toi sur le plan de l'amour. Tu comprends? Ben avant septembre, ça, c'est quand elle Avant est sortie. septembre. Ça, c'est fait progressivement en écrivant. Ça m'a pris un an à écrire le livre. Un an. C'est au fur et à mesure que je lisais, puis j'ai lu, j'ai 400 références scientifiques dans le livre. Oui. Très appuyé, c'est très référencé. On n'a pas le choix. Quand Non. un sujet est délicat, je dis des choses dans ce livre-là qui sont. Oui, on va y venir. délicates. Alors, on me l'a rappelé cette semaine, je donnais une autre conférence cette semaine, ça a brassé un petit peu. Alors, j'ai pas le choix dans un cas comme ça d'appuyer scientifiquement ce que j'avance pour que ça paraisse comme des préjugés, c'est non fondé, tu sais. Donc, c'est d'autant plus important. Mais c'est sûr que tu explores quand même un territoire assez large. Tu parles de genre, tu parles de l'origine des sexes, tu parles des hormones, l'infidélité, la jalousie, l'homosexualité, etc. Alors, c'est sûr que tu ratisses large. Mais on va essayer de comprendre d'abord le départ. Hein, on disait tout à l'heure, beaucoup de l'objectif de la sexualité, tu dis, est la reproduction des gènes. De façon plus générique, la nature a mis en place des mécanismes pour qu'on survive et qu'on se reproduise. Puis quand je dis la nature, évidemment, c'est une figure de style. La nature n'a pas d'intention. Quand je parle de la nature, je parle de l'évolution et de la sélection naturelle. Mais pour le restant de la conférence, je vais parler de nature. Vous comprenez? La nature a mis en place des mécanismes, notamment le bonheur. Et là, je vais dire quelque chose de choquant, mais le bonheur n'est pas une fin en soi pour la nature. Le bonheur est un moyen et non une fin pour faire à l'humain et aux autres mammifères et toutes les espèces vivantes, leur faire faire ce qu'ils ont à faire. Je donne un exemple, OK? Facile pour commencer. Il faut se nourrir. Donc, la nature a inventé la faim. C'est une sensation qui vient du cerveau reptilien. On peut y revenir tantôt. On a 3 cerveaux dans notre crâne. Cerveau reptilien, cerveau mammalier, puis cerveau néocortex. Alors, la faim vient du cerveau reptilien. Qu'est-ce que la faim fait? D'abord, le cerveau reptilien, lui, mesure la glycémie dans le sang. Quand il se rend compte que l'organisme manque de réserve énergétique, il dit, OK, il déclenche la faim. Qu'est-ce que la faim fait? La faim, d'abord, baisse la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Donc, tout à coup, on est moins heureux. Quand on a faim, on est moins heureux. Et ça enclenche aussi la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone de la motivation qui a rapport avec le cerveau mammifère. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on n'est pas heureux parce qu'on a faim, puis en plus, on est motivé à régler le problème, donc à se nourrir. L'époque paléolithique, ça voulait dire partir avec son arc, puis abattre l'animal, le ramener. Aujourd'hui, ça peut juste vouloir dire ouvrir le frigo, puis se nourrir. Puis quand on mange, qu'est-ce qui se passe? Bien, on a de moins en moins faim. Donc, il y a une boucle de réaction, de rétroaction négative qui agit sur la faim. Donc, et sur le coup, ça stimule la production d'endorphine, qui est l'hormone du plaisir. Alors, on est heureux, c'est-à-dire pas heureux. On a du plaisir quand on mange. C'est pour ça que la nourriture est associée au plaisir. Et après, une fois qu'on n'a plus faim, la sérotonine revient à son niveau normal et on redevient heureux. Une fois qu'on a mangé, on a fini notre repas. On est apaisé. Le plaisir est passé parce qu'on n'avale plus, mais on est bien. On est bien pour avoir mangé un bon repas. Mais tous ces mécanismes-là, c'est des boucles d'asservissement similaires à celles qu'on utilise en génie électrique pour commander des moteurs. C'est les mêmes mathématiques, c'est les équations différentielles de premier degré. C'est même pas très romantique la présentation, je m'en excuse. Non, mais il reste quand même. C'est ça. Je ne veux pas passer pour un charlatan. Pourquoi qu'un ingénieur vient parler d'amour? Ben, c'est à cause de ça. C'est que les équations d'asservissement, nous autres, c'est des courants électriques qu'on a servi,
Mais que ce soit un courant électrique ou la concentration de dopamine dans le sang, vous comprendrez que c'est les mêmes équations mathématiques d'équations différentielles. C'est le même carburant. Ouais, là, on est dans le contrôle ici. C'est plus dans le carburant, on est dans le contrôle, là, les commandes. Là. OK. Alors donc, bon, maintenant, si on reprend ça au niveau de l'amour, si on retourne dans le paléolithique, et que là, notre chasseur-cueilleur, notre défenseur va sauver sa belle, ou en tout cas, du moins, pour perpétuer la race. Si on part de là, puis on en arrive aujourd'hui, il y a eu quand même des constances, ou en tout cas des références de type plus culturel. L'évolution. Au moment, parce qu'il y a toute la question, parce que ça tu l'abordes, toute la question, je dirais pas de domination, j'aime pas le mot, mais de cet homme-là qui va aller vers, pour continuer, pour les gènes, pour perpétuer les gènes. Mais là, aujourd'hui, on n'est plus dans un débat, on n'est plus dans une guerre, on n'est plus d'aller prendre notre arc et aller tuer un flamant rose, on est... Non, mais ça doit être délicieux, un flamand, ça. Je suis certaine, c'est une volaille. Je suis certaine, c'est bien. Le point que j'ai fait tantôt avec la nourriture, c'est que même si la société aujourd'hui est très différente, nous autres, on n'est pas différents. Non. C'est sûr qu'il y a l'aspect culturel qui s'est rajouté entre-temps. Ouais. Moi, j'appelle ça la distorsion culturelle, mais à la base, nos mécanismes internes n'ont pas changé. À l'époque paléolithique, pour une femme, donc la femelle hominidée, c'était très, très risqué de tomber enceinte. Elle mettait sa vie en danger. Oui. Donc, à l'époque, la femme cueillait, l'homme chassait, et c'était important pour la femelle de l'époque de s'assurer de la protection de son conjoint, on va l'appeler comme ça. Puis s'assurer aussi que son conjoint la nourrisse, puis nourrisse sa progéniture. Ça, c'est extrêmement important. Alors, il y a une conséquence sur le quotidien d'aujourd'hui, toute bête, c'est que pourquoi que l'espace du restaurant reste un endroit romantique? Un homme qui va draguer une femme va l'inviter au restaurant cher, c'est que ça connecte inconsciemment dans le cerveau de la femme, le cerveau paléolithique de la femme. C'est qu'à l'époque, les meilleurs chasseurs avaient les meilleures faveurs sexuelles, forcément, parce qu'ils n'étaient pas tous égaux, les chasseurs, il y en avait des meilleurs que d'autres. Mais leur motivation, un chasseur, un jour qui avait là son appétit, pour chasser davantage, sa motivation, c'était au niveau sexuel. Lui, il fallait qu'il se reproduise aussi. On est tous inconsciemment motivés à reproduire nos chaînes. Bien entendu, quand on invite une femme au restaurant, on ne se dit pas dans la tête, je vais reproduire mes gènes, la femme non plus. C'est quand même ça qui se passe dans notre tête. T'sais. Alors, donc. Et ça, c'est quelle partie du cerveau? Est-ce que c'est le reptilien ou le. Mammélien. Parce que. Le mammélien. On va faire une petite revue rapide. Lui, on l'a pas. Il n'est pas dans le livre. Limbique, mammélien, c'est le OK, ça c'est ça, limbique. OK. Ben, si tu veux, je peux peut-être prendre une petite parenthèse et expliquer les trois cerveaux. Ben, peut-être, oui, pourquoi? Parce que là, on est rendu au restaurant, on veut comprendre pourquoi. Okay. Bon, ben, le cerveau reptilien, c'est un cerveau qui est inconscient. C'est un cerveau qui est responsable de la faim, puis de maintenir les battements cardiaques, de maintenir le rythme respiratoire, le niveau de glycémie dans le sang, la température corporelle. Quand on décide d'aller courir, d'aller faire du jogging, c'est pas notre néocortex. Le néocortex, c'est le cerveau qui vous parle en ce moment, puis c'est celui que vous utilisez en ce moment pour m'entendre. Ça, c'est le cerveau conscient. C'est le cerveau qui analyse, c'est le cerveau qui apprend, etc. C'est le cerveau dont on est si fier, les êtres humains, parce qu'on a le plus gros néocortex parmi tous les êtres vivants, à plus ou moins sur Terre. Entre les deux, il y a le cerveau limbique, je reviendrai. Revenons au cerveau reptilien. On partage ce petit lien avec le reptilien. Alors lui, si on s'en va faire du jogging dehors, votre néocortex ne dit pas au cœur, bon ben là, il faut que tu te mettes à battre plus vite, parce que là, j'ai besoin d'un flot sanguin accru. Puis ça ne dit pas à la respiration, là, tu vas te mettre à respirer. Non, ça se fait tout automatique, ça. Un autre exemple. Vous laissez un rond de cuisinière ouvert, puis par mégarde, vous mettez la main sur le rond brûlant. Bien, vous allez l'enlever vite, votre main. Mais le néocortex n'est absolument pas impliqué. Après, le néocortex va constater, va dire, il change d'enlever ma main. Mais il y a quelque chose qui a donné une commande à la main de s'enlever de là. Pensez-y comme il faut. Là. Vous pensez que vous êtes responsable de tous vos gestes? Oui, souvent. Là, je tiens le micro, c'est volontaire, c'est mon néocortex qui le fait tenir.
Et quand vous avez enlevé votre main rapidement du rond, là, c'est pas le néocortex, là. Lui, son temps de réaction est tellement lent, notre mère a eu le temps de brûler. Le cerveau reptilien est beaucoup plus rapide. Lui, envoyé la commande, enlève ta main de l'eau plus vite. En fait, il n'est pas passé par le néocortex, il est allé direct. Il a envoyé la commande direct au bras de l'enlever. Fait que tous ces réflexes-là, ça vient du cerveau reptilien. Après ça, il y a le cerveau, donc les sensations viennent du cerveau reptilien. Avoir soif, avoir faim, ça vient du cerveau reptilien. Être fatigué, etc. Maintenant, le cerveau limbique. Le cerveau limbique ou le cerveau mammélien, donc, comme son nom l'indique, qu'on partage avec les autres mammifères. Ça, c'est le siège des émotions. Donc, la peur, le chagrin, la colère, le jeu, le seul désir de jouer au golf, par exemple, ça vient du cerveau mammélien aussi. La motivation, donc ça, c'est quelque chose de très important. Et j'en oublie certainement le 7. Le danger. La peur. C'est la peur. Ah oui, materner, l'affection. Ça, c'est limbique. Fait que oui. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, prenons l'exemple d'un étudiant en médecine qui travaille fort pour obtenir son diplôme. Évidemment, c'est le néocortex qui est impliqué quand il étudie. Mais sa motivation, tu sais, de travailler tous les soirs jusqu'à 10 heures pour étudier au lieu de faire une chambre de 20 ans, ça ne vient pas du néocortex, ça vient du cerveau limbique. Ce que j'essaie de faire comprendre ici, c'est qu'au fond, j'ai longtemps cru moi-même, à tort, que en humain prétentieux que nous sommes tous, que les cerveaux inférieurs étaient au service du néocortex. Mais dans les faits, c'est l'inverse. C'est le néocortex qui est au service du cerveau limbique parce que nos motivations dans la vie, puis on a entendu une très belle chanson. Là. Cette chanson-là, c'est au cerveau limbique qu'elle parlait tantôt. Là. Les larmes que tu as eues dans tes yeux, là, c'est pas ton néocortex qui a dit ah ouais, il met des larmes. Tu ne seras même pas capable de toute façon. Même si tu décidais de pleurer, essaye de décider de pleurer comme ça. Ça marche pas. Bon, les acteurs sont meilleurs, là, mais encore, ça demande de la concentration. Fait que ça vient. Donc, ce qui nous motivait dans la chanson, ce qui nous motive en amour, puis dans tout ce qu'on fait, j'ai dit tantôt l'exemple, ne serait-ce qu'aller jouer au golf, aller jouer à la balle, tout ça, le plaisir de jouer, tout ça, c'est le cerveau limbique. Mais évidemment, après ça, il faut savoir comment tenir le bâton de golf, puis comment rentrer la balle dans le trou. Là, c'est le néocortex s'implique rendu là. Mais c'est vraiment le néocortex qui est au service du cerveau limbique. Fait qu'au fond, en termes de motivation dans la vie, on n'a pas évolué depuis. C'est seulement maintenant, là, plus c'est les aspects sociaux, etc., qui rentrent en ligne de compte et culturel. Oui. Rendu là, c'est ça. Mais parce que biologiquement. À l'intérieur de nous, nos motivations profondes, c'est ça. C'est pas différent d'un bonobo, d'un gorille. OK. C'est pas très flatteur de dire ça, hein? Non, c'est pas très sexy. Mais c'est quand même. Mais tu dis dans ton livre, entre autres, tu dis la nature manipule notre cerveau archaïque. Donc, on vient de parler de notre cerveau archaïque, là. Et entre autres, au niveau de l'amour et de la sexualité. OK, ça, j'aimerais ça, parce que tu parles dans ton livre du désir, de l'attachement, tout ça. Bon, tantôt, j'ai parlé, je n'ai pas nommé ce que je vous ai décrit tantôt avec la faim, puis manger, tout ça. Ça, c'est la boucle de vie. OK, c'est un mécanisme qui sert à plein de choses, pas juste à la faim, mais à la soif, puis au sommeil, etc. Là, je vais rentrer dans le mécanisme de l'amour et de la sexualité. Vous aurez déjà deviné que la fonction biologique de l'amour et de la sexualité, c'est de se reproduire. Rien d'autre que ça. Puis se reproduire, ne pas confondre avec copuler, parce qu'on peut se reproduire sans copuler. J'y reviendrai aussi. Alors, il y a 3 états. OK? Il y a l'état de passion, l'état de désir et l'état d'attachement. On peut être dans un état à la fois, on peut être dans 2 états à la fois, comme on peut être dans les 3 états à la fois. Dans mon livre, j'illustre ça par des diagrammes de dents, 3 cercles s'entrecoupent. Typiquement, commentent les histoires d'amour. Selon les romans, tout le monde commence. La passion. Mais c'est pas toujours le cas. La passion, exactement. Ça commence par une passion, et ça, la passion, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait sécréter de la phényléthylamine, qui est une hormone qui nous rend un petit peu gaga.
Et le but de cette hormone-là, c'est parce que notre néocortex, justement, des fois, notre cerveau limbique fait des tours à notre néocortex. S'il n'y avait pas de phénylcylamine, ben, la personne devant nous, on ne tomberait probablement pas en amour avec elle. Elle n'aurait pas de coup de foudre parce que notre cerveau, notre néocortex, n'est pas plus objectif. Il aurait tous ses défauts. Mais quand on est en amour, on ne veut plus des défauts. C'est volontaire. C'est un truc de la nature pour nous faire tomber dans le piège. On idéalise la personne qui est devant nous pendant un certain nombre de mois. Mais pourquoi tomber dans le piège? Vous savez, Il y a toute une structure. Une stratégie. On veut idéaliser, la nature veut qu'on idéalise la personne devant nous. La nature adore les chansons qu'on a entendues tantôt parce que ça nous fait tout marcher dans le piège. Alors là, on tombe dans cet état-là qu'on appelle la passion. Puis cet état-là diminue la sérotonine. Au même titre que tantôt la faim diminue la sérotonine, ça vient diminuer la sérotonine. Parce que ça l'apaise. Non, ça n'apaise pas. Puis Ça rappelez-vous l'arrête. bien, on a des beaux souvenirs du temps qu'on était en amour, mais soyez honnêtes, puis pensez-y comme il faut. C'est pas tout le temps drôle d'être en amour. On a mal au ventre, on est mal. Quand la personne qu'on aime là, ou qu'on désire n'est pas là, on est tout croche, on n'est plus capable de se concentrer. C'est pas agréable du tout. Là, tu parles de la phase de passion. Oui, toujours de passion. Ouais. Puis quand on rencontre la personne qu'on désire, là, la sérotonine revient à nouveau normal. Tu sais, il y a deux, quand on élève des animaux, il y a deux méthodes, la carotte et le gordon. Il faut donner une comparaison, une récompense, dis-je, ou une punition. Bon, ben là, la nature fonctionne avec les deux. C'est-à-dire que quand le bien-aimé n'est pas là, c'est le bâton. On coupe la sérotonine, on fait le mal. Ça, c'est notre punition pour ne pas être avec la personne bien-aimée. Puis quand on retrouve la personne bien-aimée, la sérotonine revient au niveau normal. Et plus que ça, là, il y a d'autres hormones qui entrent en jeu. Comme tantôt, je parlais de ça, je vais y venir avec la phase de l'autre état, l'état de désir sexuel. Et le désir sexuel, lui, va faire comme manger comme tantôt, va procurer des endorphines. Les orgasmes procurent de l'endorphine. Ça fait du bien, là. Donc, on passe de l'état de passion à l'état de désir. Les deux états cohabitent. Alors, le coup de foudre va mener, mène à une relation sexuelle, qui, elle, fait sécréter de l'endorphine. Quand on est dans ces deux états-là en même temps, là, on est sur une autre planète, parce que la phénylcylamine nous rend gaga, les endorphines, c'est comme si on se piquait avec de la morphine, puis c'est très similaire en passant les deux. Là. Si vous voulez, je vous raconterai une anecdote là-dessus, personnelle, un peu plus tard. Et voilà. Et ça, heureusement ou malheureusement, parce que la nature n'a pas, je l'ai dit tantôt, le but de la nature, c'est pas qu'on ait du plaisir. Le plaisir est un moyen pour en arriver à ses fins. Il faut se reproduire. Puis l'être humain, contrairement à plusieurs animaux, l'être humain, comme le kangourou, est un bipède. Et ça, c'est un gros problème de la reproduction. Parce que, prenons l'exemple, plus un être est évolué, plus une espèce est évoluée, plus de temps dans l'utérus est long. Okay? Comme La gestation. La gestation, c'est le mot que je cherchais, merci. Vous y en avez pensé. Par exemple, un éléphant, en gestation beaucoup plus longue que nos 9 mois d'homme. Okay? Le problème avec l'homme, c'est comme il est bipède, la forme du bassin limite la grosseur maximum du cerveau, la tête qui peut sortir. Donc, la nature a changé de stratégie. Elle s'est dit, OK, je vais mettre au monde un enfant qui n'est pas autonome. Mais là, ça me prend du soutien parental après pour amener ce bébé-là à un niveau plus d'autonomie. Okay? Les kangourous ont le même problème que nous. Là. Je vais vous poser la même question au quiz que j'ai posée cette semaine dans mon conférence. Comment pèse un bébé kangourou là, qui sort du l'utérus avant qu'il aille dans la poche? Tu le dis dans ton livre, mais je ne donnerai pas la réponse. Est-ce qu'il y en a qui veulent se risquer dans ça? Comment pèse un bébé kangourou? 1 gramme. 1 gramme. Il va rester dans le poche à
aussi, mais là, on parle de 2 pattes. Mais, Dans l'ours, c'est pas ce problème-là. Lui, l'ours, l'ours, il est petit, comme une souris, apparemment, le bébé. oui, mais déjà beaucoup plus. On a tous des niveaux Déjà de- plus avancé, là, Ouais. déjà plus développé. Un exemple extrême, c'est une iguane. Une iguane, quand elle sort de son œuf, elle se fait immédiatement pourchasser par des serpents. Fait qu'en sortant de son œuf, il faut qu'elle soit alerte, elle reconnaisse les serpents, puis elle saute, puis elle court. Mais mettez un bébé naissant à travers des lions affamés, il ne fera pas de lieu. Mais là, tu parles de l'adaptabilité, là, par rapport parce que lorsqu'on parle aussi aux mammifères et tout ça, il y en a qui sont plus autonomes tout de suite. Ben, Comme là, l'iguane. l'être humain, non. le bébé humain n'est pas autonome à la naissance. Non. OK? C'est gaga, un bébé. Oui, Son intelligence, c'est ça. Bon. À cause de ça, la nature doit veiller à ce qu'il y ait du soutien parental. On ne peut pas faire comme les souris. Le mâle souris féconde la femelle, puis il disparaît. La femelle ne revoit plus jamais le mâle après. Non. Le mâle s'en fout de ses bébés. C'est pas important, parce qu'une souris qui est mise au monde, la femelle souris s'en occupe, puis pas longtemps après, elles sont autonomes. C'est pas le cas de l'être humain. Donc, j'arrive à mon 3e état. Tantôt, je disais, il y avait 2 états, là. La passion, le désir et l'attachement. Dans l'attachement, il y a 2 autres hormones qui entrent en jeu, c'est la vasopressine et l'ocytocine. Et là, ce qui se passe, c'est que quand on est avec la personne, et là, on a dépassé le stade normalement rendu là, c'est très important, autant pour l'homme que la femme, que le bébé survive. Parce que si le bébé ne survive pas, on n'a pas atteint l'objectif de reproduire nos gènes. Pour que le bébé se reproduise, survive, pour que les gènes se reproduisent, il faut que le bébé survive. Donc, il a besoin de beaucoup de soutien parental. Il faut le nourrir, il faut le protéger, etc. Et c'est pour ça que l'ocytocine existe. L'ocytocine, ça, c'est quand vous êtes avec votre conjoint, avec le temps, tranquillement, l'ocytocine fait disparaître. C'est une hormone, ça, hein? Oui, absolument. L'ocytocine fait disparaître l'autre, phényléthylamine. Et là, tout à coup, après typiquement 18 mois, ben, il est trop tard, votre conjoint a déjà accouché. Et là, vous voyez votre conjoint ou votre conjointe de façon objective avec tous ses défauts. Vous Alors, la pourriez- phase idyllique s'est transformée. Puis là, vous pourriez vous enfuir, tu sais, puis dire, mon Dieu, c'est pas ça que je voulais. Mais c'est l'ocytocine qui vous retient. Le soutien. Parce que là, l'ocytocine fait en sorte que quand vous êtes avec votre conjoint, vous êtes bien. Puis quand vous n'êtes pas là, puis il y a la même chose produit avec l'enfant. Au début, c'est un paquet de troubles, là, un bébé. Là. Mais comment ça se fait qu'on donne tant d'attention à un bébé qui est un paquet de troubles? C'est à cause de l'ocytocine. C'est-à-dire que la mère, tu mets le bébé dans ses bras, et là, les glandes dégagent l'ocytocine dans le tapis. Là. Et là, il se passe quelque chose pour la femme, là, qu'elle n'a jamais senti avant. Là. Il y a quelque chose, il y a un bouillon à l'intérieur De d'elle. protection, Exactement. dedans, ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que donc, Mais pour le, bouclé. puis le père, Ben, le père, bon, lui, c'est la même chose. Il va s'attacher à son enfant. Puis, il y a un autre mécanisme qui existe. Là. Pourquoi des adolescents, c'est si désagréable? C'est que c'est volontaire, c'est pour être sûr de faire fuir des parents. Parce qu'il arrive un point, la nature, elle dit, OK, c'est assez, là. Dégage, là. Il faut que tu sois autonome, là. On rend les adolescents tellement désagréables que les parents, autrefois, allaient les dégager. Aujourd'hui, il faut rester, faire les études universitaires, etc. C'est plus long. Oui, c'est plus long. Quand on est optimisé, à l'époque, pour lesquels on était optimisé, il n'y avait pas d'université. On pense, les paléontologues pensent que le père restait probablement 4-5 ans à l'époque. pour assurer un soutien et accompagner C'est ça. sa conjointe. Mais tu dis aussi dans ton livre, à un moment donné, ça m'a quand même questionné, que les hommes n'ont pas le même type d'attachement à leurs enfants, parce qu'ils ne sont pas toujours sûrs de leur paternité. Ils sont pas. Ouais, il y a quelque chose de biologique. Je trouvais ça quand même intéressant. J'aimerais ça que tu m'en dises plus. Jusqu'à tout récemment, avec l'invention des tests d'ADN, la paternité était un acte de foi. Alors, chez les chimpanzés, l'ovulation est très visible, chez la guenon. Donc, ils savent quand est-ce que
Quand est-ce que c'est le temps? Oui, mais chez l'humain, c'est beaucoup plus subtil. Donc, c'est encore une stratégie de la nature. Fait qu'il faut que l'homme reste toujours proche, tu sais. Il s'occupe de sa femme pour être sûr qu'il va être le père de ses rejetons. Et parce que la dernière chose qu'un homme veut faire, c'est d'investir dans les gènes d'un compétiteur. Il veut investir dans ses propres gènes. Donc, la monogamie, elle existe pour cette raison-là. C'est que la mâle veut s'assurer que c'est vraiment ses gènes sur lesquels il travaille, sur lesquels il s'investit. Puis la femme, elle, d'abord, d'entrée de jeu, je le mentionne dans mon livre, c'est elle qui va avoir les orgasmes les plus puissants sexuels. Ouais. Il n'y a jamais un homme qui va vivre un orgasme aussi fort qu'une femme. Puis la raison est simple, quand on y pense, c'est que le prix à payer à l'époque paléolithique pour une femme de tomber enceinte, là, ça prenait une fichue de bonne compensation. Là, alors la compensation était là, c'est la force de l'orgasme. Par contre, l'homme, son orgasme est moins fort, mais il est plus fréquent. Parce qu'un homme peut théoriquement se reproduire tous les jours. Et il y a des hommes célèbres qui l'ont fait. Hein. Genesis 4, il y a eu plus qu'1 million de descendants. Lui, il se reproduisait tous les jours. En général, il y a une corrélation entre le succès social de l'homme et son habileté à se reproduire. Alors que la femme, elle peut juste se reproduire une fois par 9 mois. Fait elle, il ne faut pas qu'elle se trompe. Parce que si elle se trompe, là, ben, tout bas. Si elle se reproduit avec un loser, ben, les probabilités que ses enfants survivent sont plus faibles. Donc, c'est important pour la femme de se reproduire avec un winner, au sens social. C'est quelqu'un qui performe. La probabilité qu'elle survive aussi en étant avec un loser est plus. Oui, c'est ça. Exactement. Le loser ne la protégera pas. Puis, tu sais, les êtres humains, leur force principale par rapport aux autres mammifères, je le disais déjà dans mes livres précédents, prenez un chasseur, là, mettez-le tenu, puis larguez-le en Abitibi au mois de mai, il ne fera pas des longs os, lui non plus. Hein. Les maringouins vont venir reboucher assez vite. La raison pour laquelle, le seul plan sur lequel l'être humain l'emporte sur les autres, c'est l'intelligence, donc des stratégies de chasse, etc. Alors, donc, c'est dans l'être humain, évidemment, c'est un animal grégaire, mais c'est plus que grégaire. C'est parce qu'il vit en société qu'il survit. Ouais. Alors, c'est bien important. L'habilité pour un homme de créer des alliances, tu sais, puis de créer des stratégies collectives, là, ça, c'est une qualité que la femme recherche chez l'homme, tu sais. Donc, on le sait, a été prouvé, même si c'est pas très politiquement correct ce que je veux dire là, un homme qui gagne ses élections, par exemple, qui devient ministre, à plus forte raison, premier président des États-Unis, par exemple, je suis sûr qu'il y a quelques exemples qui lui viennent immédiatement en tête. Oui, c'est ça. Alors, automatiquement, son attrait sexuel vient d'augmenter. quintupler. Mais au même titre, Romain, tu en parles dans le livre, des criminels célèbres. Je pense à Ted Bundy. Écoutez, Ted Bundy qui a fait des meurtres scabreux, incroyables, qui recevait des centaines de lettres d'admiratrices par jour, qui a été condamné à mort. Écoutez, je ne sais pas combien de trentaines de femmes qu'il a tuées, et les femmes allaient vers lui. Ça, je comprends. Mais c'est l'attrait dont il parle. En fait, C'est terrible. Mais y a-t-il quelque chose là-dedans? Oui. écoutez, je vous invite à lire mon livre. Oui, parce qu'il en parle. Je cite des études scientifiques en double aveugle, dont les conclusions sont épouvantables. J'en cite une qui me vient à l'esprit tout de suite, là, c'était au Royaume-Uni. Il y a une compétition d'arts martiaux. Okay? Les hommes portaient des kimonos. C'est les vêtements qu'on porte dans ces arts-là. Et donc, il y a eu des gagnants, il y a eu des perdants. Puis après ça, on a demandé un groupe de femmes à l'aveuglette, juste à sentir les kimonos. Il y avait des numéros, ces kimonos. On savait, même pas les chercheurs qui venaient de l'expérience, c'est l'expérience en double aveugle. Il ne faut pas que les chercheurs influencent. Les chercheurs eux-mêmes ne savaient pas quel kimono appartenait à quel homme. Et, ben, croyez-le ou non, les kimonos pour lesquels les femmes disaient qu'ils sentaient le meilleur, là, appartenaient aux gagnants de la compétition.
Alors donc, nos hormones Hey, ont c'est une animal. odeur de succès. Mais c'est animal. C'est animal, Oui, ben c'est ça. animal, oui. Ben c'est ça Un qu'il homme dit. tombe dans- en amour avec ses yeux, mais une femme Ouais. tombe en amour avec Avec. ses oreilles, l'as déjà entendu, mais avec son nez aussi. Je peux vous donner 2-3 autres exemples. de Vas-y, ça. vas-y. Ah oui. Il y a, Non, mais il y en a plein dans le livre. Ah, Des exemples ouais. comme ça, oui. J'aimerais savoir celle de Trump, par exemple. Ouais, c'est ça. Ça m'intrigue. Ben, il y a le complexe CMH. Le complexe CMH, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un complexe quelque part dans notre chaîne de chromosomes qui nous rend compatibles ou non pour se reproduire. La femme a l'habilité, à l'odeur, de détecter la compatibilité du gène CMH. Donc, c'est ce qu'on a fait encore une fois. On a demandé à des hommes. On avait analysé leur complexe CMH. On a demandé à des hommes d'aller jogger là, pendant 20 km avec un T-shirt. On n'a pas lavé, on a fait exprès. On a fait sentir les T-shirts par des femmes dont on connaissait le complexe CMH aussi. Et devinez quoi? Vous devinez la réponse, je suis sûr. Mais les T-shirts préférés avaient un complexe CMH compatible avec les femmes. Qu'ils avaient préféré. C'est fascinant. ouais, c'est fascinant, mais. Oui, vas-y, Puis excuse-moi. un Oui. autre exemple, c'était en Amazonie, une tribu, là, les Yanomami, de mémoire. Eux autres, c'est une des dernières tribus qu'on a trouvées, là, tu sais, qui n'avait pas été influencée par notre société moderne. Puis dans cette société-là, vous vous rappelez, à l'époque paléolithique, le rôle de l'homme, c'était de nourrir ses enfants, nourrir la femme. Les femmes ramassaient les champignons, puis les hommes ramassaient la viande. Mais le rôle des hommes aussi, c'était de protéger physiquement leur progéniture et leurs conjoints contre des agressions de prédateurs, d'autres animaux, mais aussi contre d'autres tribus, ok, qui pouvaient les attaquer. Alors, si je reviens à mes Yanomami, Mhm. alors, dans la tribu Yanomami, il y a Unokai, c'est un adjectif pour déterminer si vous avez déjà tué, si l'homme a déjà tué quelqu'un. Alors, dans la tribu, il y a des Unokai et il y a des non-Unokai. Quand vous êtes non-Unokai, vous avez tué personne. Et quand on regardait, ça c'est Napoléon Chagnon, un anthropologue bien connu qui a fait cette étude-là, il a démontré une corrélation claire entre le succès sexuel des Unokai versus les non-Unokai. Les non-Unokai, entre 25 et 35 ans, il y en avait 1 sur 8, c'était entre 15 et 25 sur 8. Il y en avait 1 sur 8 qui avait une conjointe. Et les Unokai, avec toutes les conjointes, et le chef de la gang, le chef de la tribu, lui, il en avait 10 conjointes. Fait que ça, c'est pas politiquement correct du tout. Il y a une autre étude qu'ils ont faite à Chicago sur le système des gangs de rue. Et encore une fois, à l'odeur, les femmes avaient préféré les plus violents d'elles-mêmes. Tu sais, on entend souvent des Non, mais paroles, Les femmes des se plaignent contre la violence. Ils sont mais attirés. Mais malheureusement, il en parle dans son livre de ça, de cette violence-là. Ben, regarde tout le succès des séries. Moi, je suis en train de me retaper pour la 4e fois Les Sopranos. Et regarde tout l'attrait que Tony a auprès des femmes. Et c'est le parrain. C'est de la mafia. C'est le parrain. C'est ça. Et il a un attrait absolument exceptionnel, là. Je dirais, il peut avoir toutes les femmes qu'il veut, puis il s'amuse allègrement. Puis un homme rose, les femmes, Ouais. on entend ça Bon, souvent. ça, je trouve ça le fun que tu dises ça, parce qu'il l'aborde dans le livre, c'est toute la question, entre autres, du féminisme. Hein. On voudrait bien, tu parles d'égalité, hein, les féministes, puis même comme couple, comme homme, comme femme, on souhaite l'égalité dans un couple, mais c'est pas nécessairement symétrique. Ben voilà, c'est ça. Alors, tout ça, parce qu'on n'a pas les mêmes fonctions biologiques. En tout cas, ça se passe pas de la même façon. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Tu sais, on lit la Bible et le Coran, c'est épouvantable comment ces deux livres-là sont misogynes. Ils réduisent le rôle de la femme. C'est complètement ridicule d'un point de vue biologique. D'un point de vue biologique, les hommes et les femmes ont le même rôle. En fait, de fait, les femmes sont beaucoup plus précieuses que les hommes. Quand on analyse la diversité génétique, on compare par exemple la diversité génétique du chromosome Y versus les chromosomes de mitochondrie, on est capable de voir dans quelle proportion les femmes de l'époque, les hommes de l'époque ont contribué à l'évolution d'espèces, et on se rend compte de quelque chose de fascinant, c'est qu'à l'époque, toutes les femmes contribuaient à peu près également, parce qu'on a besoin de ventre. Pendant 9 mois, on a besoin de ventre. Toutes les femmes contribuaient à peu près également à la production d'espèces,
mais une minorité d'hommes seulement contribuaient à la reproduction de l'espèce. À l'époque, pas tous les hommes se reproduisaient, seulement toutes les femmes, mais seulement une minorité d'hommes. Alors, Pourquoi? parce que il ne fait pas grand-chose, l'homme, dans la reproduction. Là. Lui, il fait l'amour, il n'a plus rien à faire. Hey, la femme, elle, il faut qu'elle porte l'enfant, il faut qu'elle l'allaite, etc. Donc, la nature, sa stratégie, c'est, bon, tu performes socialement, tu es le chef de la tribu. C'est plus payant que tu te reproduis avec plusieurs femmes, tandis que la femme, elle n'a pas ce choix-là. La femme, elle, si elle ne prend pas soin de son bébé, elle ne reproduira jamais ses gènes. Donc, c'est deux stratégies complètement différentes. Maintenant, si on parle d'égalité, c'est bien clair dans mon esprit à moi que les deux sexes sont égaux. Puis s'il n'y a pas d'égalité, ben c'est la femme qui est beaucoup plus importante que l'homme. Puis avec la façon que la technologie évolue en ce moment, regardez déjà avec les vaches, là, dans le secteur laitier. Quand j'étais jeune, il y avait des taureaux encore qu'on utilisait pour féconder les vaches. Les vaches. C'est ça maintenant. Là, Starbucks, on prélève son sperme, puis on est. Je le dis dans mon livre à un moment donné, je crains le jour où les femmes vont choisir dans des catalogues leur mort. Moi, je veux un gars avec les yeux ça bleus. se fait de plus en plus. Un homme, là, tantôt, on a besoin des hommes aussi pour leur force physique, mais là, avec tout est automatisé, les machines. Je ne sais pas comment ça va les hommes tantôt. Je vais aller aux toilettes, moi je suis capable toute seule. Ah, écoutez, mais je trouve ça, qui l'a dit? Écoutes-tu le tien? C'est toi. Mais je suis contente qu'elle dise ça, parce qu'elle dit à écouter. Et dans ton livre, tu fais vraiment, sans faire la différence, mais les particularités, les caractéristiques du féminin versus le masculin. Et les femmes recherchent beaucoup des hommes pour être écoutés, partagés. Et biologiquement, l'homme, c'est pas tout à fait ça qui est capable. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'on a plein d'amis de femmes. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que t'en veux? J'aimerais ça que tu développes par rapport à ça. À l'époque paléolithique, là, les femmes gardaient les enfants en groupe. Donc l'amitié, c'est bien important. Tu sais. Ils gardaient le feu, ils gardaient les enfants. Parce que la flamme s'éteint, il n'y avait pas de automatique de l'époque. Ça fait 500 000 ans que l'homme cuit ses aliments. Tu sais, des fois, on essaie de nous faire croire qu'il faudrait manger cru. Non, ça fait 500 000 ans que l'homme, l'humanité, cuit ses aliments. Ça remonte avant l'Homo erectus. Ça remonte à l'Homo habilis, que l'homme cuit ses aliments. Donc oui, le niveau, une femme va être beaucoup plus, puis, encore une fois, c'est une question chimique, l'estrogène qui est en arrière de ça, va favoriser des interactions sociales. Les femmes sont plus sociales pour cette raison-là. Les hommes, eux autres, la testostérone va plutôt les pousser à se battre entre eux, tu sais, puis à créer des liens de domination. Tu sais. Là, la stratégie de la nature, c'est complètement différent. C'est-à-dire, pourquoi on le fait déjà avec les cultivateurs? C'est Starbucks, le taureau québécois, qui ensemence à peu près toutes les vaches à la planète, parce que ça fait des vaches qui font plus de lait, simplement. Mais à l'époque, forcément, celui qui était le chef de la tribu, lui, se reproduisait davantage, parce qu'il y avait des gènes plus performants, qui attiraient davantage les femelles. Mais revenons-en, pas tout de suite, parce que j'aimerais ça qu'on écoute une chanson. Mais j'aimerais ça qu'on revienne sur ce que je t'ai demandé, c'est-à-dire les femmes recherchent beaucoup d'écoute, recherchent tout ça, mais biologiquement, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans le cerveau masculin et versus le cerveau féminin. Alors, on souhaite à travers tout ça toujours rencontrer la personne avec qui on partagera le plus de temps. Ah, bravo, Fabie, de l'avoir initié à ça. J'ai pas eu à forcer. Il aimait ça. Oui, il aimait ça. Bon. Alors, mon chasseur-cueilleur, ça se passe. Patricia, je Oui. l'ai senti qu'il a aimé ça. Oui, tu l'as senti. Oui, parce que il y a une bonne odeur. Je confirme. Romain, écoute, je trouve ça formidable qu'on ait cette chanson-là. J'ai rencontré l'homme de ma vie. C'est la femme, dans ce cas-ci, qui a fait les démarches et qui est allée vers. Tu exprimes à l'intérieur du livre, dans certains comportements, certaines hormones qui nous habitent, que c'est pas nécessairement les femmes. Les femmes aiment bien être, j'aime pas dire le mot comme ça, mais courtisées, cueillies, Choisi. Chez tous les mammifères, c'est la femme qui décide. OK, elle décide de... Oui. OK.
De choisir. Elle choisit. Absolument. Elle se laisse pas choisir. Ça, c'est vraiment pas juste chez les humains avec nos belles valeurs d'aujourd'hui. Ça a la même affaire avec toutes les mammifères. Donc, les Ça, femmes c'est un choisissent. mythe de macho de penser que c'est l'homme qui choisit. On choisit les motos. Non, mais tu sais, de faire les démarches, d'aller vers, dans ce sens-là, là, que je veux dire. C'est des vents faire de la la cour. culture, là. Ah oui, mais justement, moi, je mets la culture de côté parce que le but du livre, Ouais, c'est justement c'est de poser la question, c'est quoi notre biologie sans l'interférence culturelle? Ouais, c'est ça. C'est sûr que d'un pays à l'autre, les cultures C'est varient. ça, c'est ça. Mais on se rend compte qu'à la base, la biologie, elle, c'est la même. On a tout un foie, un estomac, une rate, on est tous faits pareil. Là. Et après ça, la culture embarque. Mais les hommes doivent faire la cour, les mâles doivent faire la cour. Regardez les oiseaux, là. Les sérénades de mâles. Regardez. Oui, mais Romain, moi je reviens avec la chanson. Faire la cour. Dans ce cas-ci, dans la chanson, c'est la femme qui fait la cour. C'est elle qui choisit, qui dit viens, viens-t'en. Parce qu'elle était prête dans ce cas-ci. Les hommes, on fait toujours un petit peu la cour, tu sais. On est toujours prêts. C'est de séduction. Alors, cette femme-là, dans la chanson, elle était très prête. Ce qui me donne Elle était prête dans sa corvette. Oui, c'est ça. Je l'ai dit tantôt, l'orgasme de la femme peut être beaucoup plus fort que l'homme. La drive. Écoutez, la nature vise deux objectifs. J'en ai nommé un jusqu'à date, c'est l'assistance parentale. Mais la nature vise aussi un autre objectif qui est en conflit avec le premier. Ça s'appelle la diversité génétique. Une fois qu'une femme, par exemple, a eu des enfants, 2, 3 enfants, ne serait-ce qu'un ou deux avec un homme, puis qu'un homme est un bon père de famille, il s'occupe de ses enfants, souvent, sa libido va baisser et tout à coup, un jour, rencontre fortuite avec un homme. Et là, il se passe quelque chose. Il y a une explosion hormonale dans son corps. Et ça mène au lit souvent. Et après ça, autrefois, au siècle dernier, ben, la bonne chrétienne allait voir son curé, se confessait, puis disait, écoutez, monsieur le curé, je comprends pas ce qui s'est passé, puis elle raconte son truc, puis le curé lui dit, ben, écoute, ma chère dame, c'est le diable qui s'est emparé de vous. Alors vous allez me faire X, vous salue Marie, puis Dieu le Père, etc., puis vous allez me confesser, puis garder votre péché pour vous. Et les femmes étaient convaincus qu'effectivement, le diable s'est emparé d'elle. Et savez-vous quoi? C'est pas tout à fait faux. Mais sauf que le diable n'a rien à voir avec Jésus. Le diable, c'est les hormones, le diable. Ouais. Quand les hormones s'emparent d'une femme, elle peut devenir un volcan. Oui, écoute, moi je peux t'en parler très très longuement. Moi je suis bien opposé, écoute, puis quand j'ovulais, c'était incroyable, là, quand j'étais une femme active, que je voulais dire quand je pouvais porter. C'est bien clair que la... Mais ce que je veux dire, il a raison. Les hormones, c'est très fort. Et je me souviens même, mon médecin de famille m'avait dit, à l'époque on parlait, puis il avait dit, les hormones dans un corps humain, là, c'est plus fort que n'importe quoi. Alors, c'est ce qui fait, nous les femmes, quand on arrive en période de menstruation, tout ça, à quel point on se sent tout bouleversé quand on est enceinte. Aussi, les hommes, avec leur testostérone, Ça peut en faire des niaiseries. ça peut en faire des bébés aussi. Non, mais en fait, si tu veux, j'aimerais qu'on va s'en aller vers plus la question de, on cherche l'homme de notre vie, la femme de notre vie, on veut que tout ça soit beau. On a parlé de désir tantôt, on a parlé d'attachement et tout ça. Est-ce qu'on est fait pour être monogamique? Des monogames. Parce que ça, tu l'abordes à l'intérieur du livre. Il y a un chapitre complet sur le sujet, c'est une question à 100 piastres. Sommes-nous monogames comme des bons chrétiens? Sommes-nous polygynes comme les bons musulmans? Sommes-nous polyamour comme les hippies des années 60? Et on retrouve tout ça chez les autres primates. Hein. Par exemple, les gorilles sont polygynes. Okay? Donc, un gorille, plusieurs femelles. Les gibbons sont monogames. Les mêmes couple toute la vie. Les chimpanzés, ça c'est plus flower power l'année 60. Tout le monde baise avec tout le monde. Alors je me suis amusé, en bon ingénieur que je suis, à faire des calculs dans mon livre.
Puis, parce qu'en réalité, comment est-ce qu'on peut savoir comment ça se passait à l'époque? On n'a pas, ça dit c'est la préhistoire. On n'a pas d'informations, on n'a pas de film, on n'a pas de vidéo, on n'a même pas d'écrit sur ce qui se passait à cette époque-là. Donc, il faut trouver l'information par une voie détournée, comme par exemple Carbone 14. Carbone 14, il nous dit effectivement, si on trouve des eaux, on peut savoir à quelle époque l'être qui portait ces eaux-là a vécu. C'est une mesure indirecte, Ouais. sa précision. On n'a pas le choix. Pour essayer de comprendre, la meilleure façon de comprendre qui on est aujourd'hui, c'est de comprendre qui on était à l'époque où justement la fameuse interférence culturelle n'était pas là. Tu sais. On comprend bien qu'une femme aujourd'hui qui naît dans un pays musulman, islamiste, elle va être polygène, mais pas nécessairement par choix, là, parce que c'est la culture locale qui lui impose. Donc, comment est-ce qu'on peut, rétroactivement, comme ça, savoir c'est quoi le mode qui convenait le plus, le mode matrimonial qui convenait le mieux à l'être humain? Je cite, moi je prends pas position, mais je cite plusieurs auteurs qui ont des positions complètement différentes. Il y en a qui disent comme, ce que je veux dire, j'ai oublié son nom, ça va revenir tantôt. Il y en a un auteur qui lui dit que c'était comme les années 60, polyamour. Il y en a d'autres qui disent que c'était polygine, etc. Chaque auteur a sa théorie. Une chose est certaine, on remarque une chose, les gorilles, les autres sont au présent, il n'y a pas d'influence culturelle. Ils ont des tout petits testicules. Ils ont un tout petit pénis. Il y a une raison simple à ça. C'est qu'il n'y a pas de compétition. Ils sont polygynes. Puis quand on fait l'analyse chimique, génétique, des bébés, on réalise que le ratio entre les hommes qui ont participé à la fécondation et le bébé, et le nombre de bébés, est de 1 pour 1. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de compétition. Donc, comme il n'y a pas eu de compétition, le gorille n'a pas besoin d'avoir de grosses testicules. Gros testicules. Quand on regarde des chimpanzés, par exemple, là, on a des testicules, le ratio de la masse du testicule divisé par la masse de l'organisme au complet, beaucoup plus élevé. Et de fait, les chimpanzés, en moyenne, il y a 13 mâles impliqués dans chaque fécondation. 13 mâles impliqués. Et alors, on comprend l'utilité des gros testicules, c'est parce que comme il y a de la compétition spermatique, bien, plus vous avez de volume spermatique, puis pour avoir plus de volume spermatique, ça prend des plus gros testicules, plus vous avez de chances de gagner la compétition spermatique. Là, alors, je me suis amusé en ingénieur à comparer la taille des testicules de l'homme au chimpanzé versus au gorille, puis après ça, la longueur moyenne de l'accouplement, etc. Et j'arrive à des chiffres fascinants. D'abord, d'entrée de jeu, ce qu'il faut que vous sachiez, et ça, c'est mesuré. Vous allez peut-être tomber en bas de votre chaise, mais il y a un père de famille sur 10 qui a un enfant qui n'est pas le sien. Répète-le. Et ça, c'est vrai dans les sociétés musulmanes aussi. Ça, c'est vrai en Iran, c'est vrai en Arabie Saoudite, c'est vrai dans tous les pays du monde, en moyenne. En Amérique du Nord. Sur quoi vous basez pour dire ça? Moi, je me base sur, c'est pas moi qui le dis, hein, des études, ils ont fait des tests génétiques. C'est facile aujourd'hui. Moi, je peux vous un homme sur 10 qui a un enfant qui est possible. Et faites vos tests génétiques, vous allez avoir des surprises. Moi, j'ai fait les miens, j'ai eu des méchantes surprises. J'ai fait des tests génétiques, puis et tu as découvert des choses. Je me suis découvert un demi-frère. Ah oui, c'est vrai. J'ai connu il y a 4 ans. Tu sens pas trop, là, s'ils veulent lire ton livre. Ouais. Et il y a même une jeune femme célèbre que je nommerai pas. Ouais. Je suis son oncle. J'ai découvert ça tout récemment. Et puis je me suis découvert un demi-oncle. S'il est venu à mon 60e l'été passé, je l'ai rencontré pour la première fois de ma vie. Il est quasiment mon âge, je comprends donc, parce que c'est mon grand-père qui a fécondé sa mère après avoir fécondé ma grand-mère 18 fois. Alors, dans le cas de mon père, lui, par contre, c'est avant. Mon père avait rencontré cette autre femme-là, qui est le père de mon frère Guy, avant de rencontrer ma propre mère. Alors, donc, on en est, quand je demande, est-ce qu'on est monogame fondamentalement? Mais Ben, pour, en partant, avec ce que tu viens d'illustrer. aujourd'hui, 1.1 le ratio, OK? C'est ça. 1.1 parce que c'est 1 sur 10, donc ça fait 1.1. La question que je me suis posée, c'est s'il n'y avait pas l'influence culturelle, la religion qui dit que tu dois être fidèle, etc.,
ça serait quoi le vrai chiffre? Je me suis dit, peut-être qu'on devrait mesurer les organes puis faire une règle de 3. Alors, je me suis prêté au jeu, j'ai fait un calcul, si vous voulez savoir la réponse. Si on fait une règle de 3 avec la taille du testicule gorille versus chimpanzé, puis l'homme il est quelque part au milieu, on fait une règle de 3 entre 1 et 13, ça donne 4. Alors si on se fie juste sur la taille, mais ça ne veut pas dire que c'est Ça le donne paramètre. 4 quoi? Mais c'est 4 C'est-à-dire qu'il y aurait eu 4 hommes cliqués dans chaque fécondation. dans chaque fécondation. Ouais. Donc, il n'y a pas de monogamie là. Alors, on est dans les. C'est pas Non, mais entre le chimpanzé et le singe. Puis là, Donc, c'est l'humain un à peu moins. travers tout ça. Un peu, donc, c'est ça. Bon, ben écoute, La moi, formule, Romain, je la trouve formule ça. gagnante, c'est-tu de ne pas être monogame, finalement? Ben, si on veut préserver le goût du désir sexuel, ce dont il parlait tout à l'heure, désir C'est sexuel, long. passion, attachement. Je n'irai pas sur ce terrain glissant-là, je vais me contenter de citer les études. Puis je vais faire le calcul. Après ça, je me suis dit, mais peut-être que finalement, la longueur du pénis est plus importante que la grosseur des testicules. Et si je refais le calcul avec la longueur du pénis, là, on arrive au chiffre de 26. Dans ce sens que... 26. Ça semble qu'il y aurait 26 hommes impliqués à chaque fécondation, autrefois à l'époque paléolithique. 26. Non, mais aujourd'hui, là... Alors, aujourd'hui, c'est 1.1, on connaît le chiffre. Mais ce que je veux dire, c'est que la question que je pose au tout début de mon livre, c'est est-ce que notre société actuelle et nos mœurs actuelles sont compatibles avec notre biologie telle qu'elle a été conçue à l'époque? Alors, je regarde notre biologie. Le fait est que l'homme a le pénis le plus long parmi les primates. Ouais. Parmi les primates. On est le primate au long pénis. OK? Alors, la question, c'est, est-ce qu'on peut utiliser des indices anatomiques comme ça pour nous faire trouver c'était quoi le ratio de l'époque? Combien d'hommes étaient impliqués à chaque fécondation? Mais non, Mais là, on on a un a des point indices masculins, mais on pourrait être des indices féminins au niveau du bassin ou au niveau des seins, ou je sais pas. Ouais, Ouais, mais c'est parce que peut-être. c'est une compétition d'hommes. C'est les hommes qui sont en compétition. Là. Quand une femme a l'ovule, C'est qui va avoir la femme? C'est ça, hein? C'est la femme qui Faut choisit. continuer et La femme poursuivre aussi. les gènes, là. Ouais, Oui. il y a le désir de la femme aussi. Puis ce que je veux dire, avec les moyens de contraception qu'on a aujourd'hui, on est toutes polygames. Tu sais? Parce que là, on a des moyens de contraception. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants, peut-être. Il y a un autre facteur aussi. Mais en fait, on va contre la nature. Les Ben, maladies Le fait de infectieuses. plus faire d'enfants beaucoup, on est contre la nature si on suit ta logique et ton observation. Ben, faut savoir aussi, tu sais, j'ai dit ma grand-mère a été fécondée 18 fois, ma grand-mère Gagnon, mais sur ce lot-là, il y en a 9 qui ont survécu. Puis ça fait pas si longtemps, là, si on parle du siècle Mais c'est dernier. ça. là. Ouais, mais on parle aussi Alors, de il y a religion mourir, catholique et oui. on parle aussi de ce devoir-là Tout à fait. que les femmes Ouais. avaient. On n'a plus ce Ben devoir-là ouais. du tout, là, Il y maintenant. avait peut-être Non, pas mais, d'odeur. mais on a la contraception qu'on n'avait Ben pas. voilà, c'est ça qu'elle disait, oui. On n'avait pas de contraception. C'est Fait que ça. les femmes, même si il y avait moins d'activité, ils tombaient souvent enceintes. Oui. La Mais contraception. je dirais, parce qu'on va presque se laisser là-dessus, parce que là, le temps passe, le temps passe. On peut parler de la Ouais, écoutez, on en va encore. On Je comprends, là, mais parler d'amour. mais on n'a pas parlé d'amour. Ben oui, on parle d'amour. Oui, on parle Mais d'amour, biologiquement, l'attachement. Ouais. Non, il n'y a pas de truc. Il dit bien dans la préface de son livre. Il n'y a pas de truc. D'ailleurs, dans la préface de son livre, c'est Yvon Dallaire, qui est un spécialiste des relations amoureuses, qui est décédé tout récemment. J'avais eu le bonheur de recevoir il y a plusieurs années. Mais lui, c'était plus dans cette approche-là. Dans le cas de Romain, ce n'est pas cette approche-là. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Il explique biologiquement comment on est constitué et comment tout ça fait sens. Et même vers la fin du livre, il va dire celui qui ignore sa biologie est condamné à n'en être l'esclave. Ben, d'une certaine façon, oui. Ouais, alors donc, moi, écoutez, c'est costaud comme essai. C'est un essai costaud. Ça suscite des questionnements, bien sûr. Les femmes aujourd'hui sont occupées de ça, ils savent ce qu'ils veulent, etc. Attention, il y a un gros danger qui guette notre société actuelle qui s'appelle le phénomène woke. Et le phénomène woke est une forme de déni de la biologie. On nie même l'existence du sexe. C'est très dangereux. Parce que tu l'as dit dans la Tu voulais phrase- pas en parler, mais t'en parles. Mais non, mais j'en parlerai pas juste pour dire, parce que là-dessus, c'est que, tu sais, il y a une
La pire des choses qu'on peut faire pour se comprendre, c'est de lire la biologie. Moi, je pense au contraire. On devrait enseigner dans les écoles. Là, vous allez dire, je suis en conflit d'intérêt. Moi, je recommanderais la lecture de mon livre dans toutes les écoles secondaires. Parce que si nos jeunes apprenaient à comprendre la puissance des hormones, on éviterait bien des erreurs. Bien des batailles de gars sous dans un bar, bien des femmes qui tombent enceintes trop vite dans leur carrière. Bref, la liste est longue, puis bien des chagrins, puis beaucoup de violences conjugales aussi qu'on éviterait. Même si le système de justice, en commençant par lui, là, comprenait vraiment la biologie, là, je pense qu'on pourrait prévenir beaucoup de violences La conjugales. biologie, mais la sexualité, on est en 2023. Puis 24. 24, excusez. Puis des cours de sexualité, il y en a, mais tu sais, Il y en je a eu pense que beaucoup avec c'est- FPS, mais là, ils ont enlevé ça. Là, c'est pour- une heure crevette, par mais c'est pas mois, ou je sais plus trop, là, dans Non, les il y en a écoles, mais plus on que ça. n'appelle pas. Puis tu sais, je me dis, Il y a beaucoup de porno aussi. on est en 2024, comment ça se fait? Puis il y a que- tout le débat aussi sur la question du genre. Vous le c'est savez, ça. il vient de le dire. Puis il y a beaucoup d'exemples à l'intérieur de soi. Entre autres, je pense à une jeune fille qui J'en sais plusieurs Ça, jeunes il y a femmes beaucoup qui de- dans des transitions, c'est-à-dire que très jeune. on peut juste Jeune dire adulte. un passage très rapide là-dessus. Le chapitre 10 concerne l'idéologie de Ouais. genre, OK? Il y a un phénomène à l'heure actuelle qu'on ne comprend pas. Il y a plusieurs explications. C'est que la puberté arrive de plus en plus tôt, de plus en plus jeune chez les femmes. On accuse différents phénomènes. Il y en a qui La nourriture, la nourriture, l'obésité, les phtalates aussi, qui agissent sur les hormones. En fait, je ne veux pas aller là, on ne sait pas pourquoi, mais c'est un fait. La puberté arrive, à chaque année qui passe, la puberté recule de 30 jours, en moyenne. Et là, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'à un moment donné, bon, vous êtes des femmes, vous l'avez vécu certainement à un certain âge, à un moment donné, le corps, la tête ne suit pas le corps tout le temps. C'est-à-dire que quand une fille est adolescente, puis commence à lui pousser des seins, etc., commence à avoir des formes, on commence à voir ses petits amis garçons la regarder drôle d'air. Des fois, sa tête n'est pas prête à ça encore. Il y a un petit décalage, qui est tout à fait normal. Puis qu'avant ça, ben regarde, moi je me rappelle, à une certaine époque, quand j'étais adolescent, ben, les femmes pas prêtes se promenaient avec des sweatshirts bien amples, puis bon, ça masquait les formes. Puis à un moment donné, la tête rattrapait le corps, puis le sweatshirt prenait le bord, puis là, bon, et la suite. Mais le problème aujourd'hui, c'est que là, on met dans la tête de ces pauvres jeunes filles-là, qui sont malheureuses là, à cause de ce décalage-là, que peut-être qu'ils sont nés dans le mauvais sexe. Oui. Et il y a des jeunes filles qui adhèrent à ça. En 2015, le DSM, qui est la Bible de la psychiatrie, le DSM, c'est la base de DSM-5, reportait 0,014% de dysphorie de genre. Ça veut dire que, vous savez, quand vous avez un génome masculin, okay, un génome sexuel masculin, donc XY, vous avez plus de chances d'avoir des attributs masculins. Attributs masculins. Ça ne veut pas dire que vous avez tous les attributs masculins. Ça, c'était l'erreur de nos Mais t'as un grands-parents. pénis. Oui, notamment. Bon, Mais il peut t'as le être différent pénis. grandeur. Bon, voilà. Et la même chose, c'est pas parce que vous êtes un génome féminin que vous avez tous les attributs féminins. Je prends un exemple vite, la taille. En moyenne, au Canada, une femme mesure 5,5, un homme 5,10. Ça n'empêche pas une femme de 6 pieds d'être une femme. C'est pas moins une femme parce qu'elle mesure 6 pieds. Fait que c'est pas, il n'y a pas, autant le phénotype sexuel, c'est un spectre, le génotype, ça, c'est binaire. OK? Fait que, je m'en allais avec ça. Là, je m'en allais parce qu'on parlait justement des changements, ça partit sur est-ce qu'il y a des cours de sexualité, etc., etc. Mais Changement de sexe. le changement de sexe, C'est que là, on dit, c'est là, en 2015. En 2015, le DSM dit qu'il y a 0,014% de la population qui est en dysphorie de genre, c'est-à-dire qu'ils ont plus d'attributs du sexe opposé à leur génome. OK? Mais c'est pas gros, 0,014%, là, c'est 2 personnes sur 10 000. Alors, vous comprendrez une chose, c'est qu'en 8 ans, c'est impossible que la génétique humaine ait changé. OK? Ça prend des millénaires pour que la génétique humaine change. Or, il y a une augmentation de demande de transition de genre de 4400% depuis 8 ans. 7 fois du temps, c'est 7 pour 1, c'est une femme tellement. Et c'est lié à ce phénomène de décalage-là entre la tête de la petite fille et son corps. Et l'influence. Puis malheureusement, ben oui, clairement, L'influence de tout la ce qui se mode,
Alors, la raison pour laquelle les trans, les militants trans veulent m'arracher la tête et qui ne veulent pas que je donne des conférences, c'est que moi, je m'en vais dire, votre gros truc, là, c'est une grosse mode. Je suis pas transphobe. J'ai une de mes bonnes amies qui est trans, OK? Puis, mais elle n'a pas eu l'opération à 16 ans, elle l'a eu à 70 ans. Fait que je pense qu'à 70 ans, elle connaissait son sexe. Puis l'hormone était moins galopante. J'ai aucun problème avec le phénomène trans, mais j'ai un problème à ce que les pharmaceutiques s'en remplissent les poches à faire du lobby auprès du gouvernement. Vous savez que le gouvernement Trudeau, là, donne 75 000 de récompense à tout fonctionnaire qui décide de changer de sexe. Oui, j'ai lu Mais ça. on a de la misère à avoir des soins de santé, par exemple. Hein, quand on va à l'assurance maladie, on a de la misère de se faire Et que soigner. les femmes aient l'insémination gratuitement pour avoir des enfants ceux qui sont infertiles ou... Et voilà. Écoutez, moi, je trouve ça passionnant, mais là, on prend une autre direction. Ouais. Et je vois aussi les gens de la librairie, parce que là, il est rendu 2h30. Le temps passe. Alors, pour les gens qui désirent en savoir davantage, je vous invite à lire ce livre. Et l'amour dans tout ça, ben, culturellement, à travers le temps, maintenant, on a cette idée aussi du couple éternel. Mais connaître sa biologie, peut-être, comme tu dis, peut éviter bien des écueils, parfois dans des relations. Ben, la morale de cette histoire, c'est de rencontrer un homme qui a des grosses testicules. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je pensais que j'avais des frères. J'ai mon coup, mon Romain, on va se quitter avec une chanson. On va se quitter avec une chanson. Je vais inviter Romain après, pour s'il le désire, ben pas, tu vas le désirer. Tu vas le désirer à faire des signatures de son livre pour les gens qui désirent se procurer le livre. Je vais Alors me donc, demander une petite faveur entre les deux. Il faut que je cours en salle de bain, mais après ça. ben là pour l'instant on écoute la chanson. bien sûr, c'est sûr. On finit avec la chanson. C'est mon Il n'y a pas juste moi. Ah oui? Ah ben moi. Alors, pour une dernière chanson, Fabiola et Gilles. Tu vas pas aux toilettes?